Salut, et si l'on parlait de Le Pacte des loups en version remasterisée 4K. C'est le vendredi 10 juin que ressort au cinéma et en version restaurée 4K Le Pacte des loups, le chef-d'œuvre de Christophe Gans. Un film d'aventure fantastico-horrifique qui avait été le carton de l'année 2001 avec plus de 5 millions d'entrées en France. Le Pacte des loups s'appuie sur l'histoire vraie de la bête du Gévaudan qui a massacré plusieurs personnes dans la région de la Lozère entre 1764 et 1767. Dans le film, nous sommes en 1765 et le chevalier Grégoire de Fronsac, interprété par Samuel Le Bihan, naturaliste du Jardin du Roi, est envoyé au Gévaudan pour brosser le portrait de cette fameuse bête. Il est accompagné de Mani, joué par Marc Dacascos, un Iroquois ramené de Nouvelle-France et qui est son ami et son frère de sang. Au cours de sa traque, de Fronsac se heurte au conformisme d'une noblesse locale qui semble avoir de troublantes affinités avec le monstre qui massacre les paysans. Après le succès public et critique de son premier film sorti en 1995, Crying Freeman, avec déjà Marc Dacascos et qui était inspiré d'un manga du même nom, Christophe Gans s'attaque avec Le Pacte des loups à une très grosse production pour son deuxième film. Entre un casting qui réunissait la nouvelle et l'ancienne garde du cinéma européen, des décors et costumes impressionnants, 35 semaines de tournage et une bête conçue par les studios de Jim Henson à qui l'on doit le Muppet Show, Dark Crystal ou encore avec Frank Oz la conception de Yoda. Bref, comme vous le voyez, Le Pacte des loups avait tout pour devenir le film culte qu'il est aujourd'hui. Et plus de 20 ans après sa sortie, il était temps que ce film ait enfin une remasterisation 4K digne de ce nom. Et à cette occasion, j'ai eu la grande chance et le privilège d'avoir un entretien en tête-à-tête avec le grand Christophe Gans. On a parlé de la genèse du film, du travail de restauration, de sa carrière, mais pas que. Car Gans est un amoureux du cinéma et de ceux qui le font. Et il est aussi un grand fan de pop culture et de jeux vidéo. Donc autant vous dire qu'on a eu pas mal de choses à se raconter. Et en bonus, vous allez même avoir le droit à quelques petites anecdotes très sympathiques. Alors, asseyez-vous confortablement, détendez-vous et allons parler à Christophe Gans. Bonjour Christophe Gans. Bonjour. On est en 98. Et ah bon on est en 98. Stéphane Cabel écrit un synopsis d'une vingtaine de pages qui s'appelle Le Pacte des loups. Comment ce synopsis arrive jusqu'à vous après? Il arrive jusqu'à moi grâce à un ami qui s'appelle François Cognard, auquel on n'a pas assez fait hommage, rendu hommage. Je dis bien, je rassure tout le monde, il est toujours vivant, hein, mais simplement parce qu'il était à la tête de Canal+ Écriture, et c'est lui qui a supervisé l'écriture du script donc proposé par Stéphane Cabel du Pacte des loups. Et François, qui est un de mes amis et que je connais très bien, donc, a toujours eu une passion pour la province. Il est lui-même de Tours, de la région tourangère, et il a toujours adoré tout ce qui est le folklore français, les contes et légendes, etc. Il a toujours aimé ça. C'est peut-être le plus français des anciens de Starfix. C'était le plus français de nous tous, le plus provincial en tout cas. Et je pense qu'il a, avec Stéphane, réussi un coup de maître, qui est l'écriture de ce script qui était fantastique, que j'ai trouvé formidable. Je l'ai lu en une nuit, je me rappelle, et j'ai rappelé le lendemain en disant je le fais sans hésitation. Et le script avait été proposé en premier au réalisateur des clips de Mylène Farmer, Laurent Boutonnat. Et il se trouve que Laurent Boutonnat n'avait pas répondu immédiatement. Peut-être qu'il il se donnait le temps de réfléchir, peut-être qu'il ne l'avait pas lu immédiatement. En tout cas, moi je sais que je l'ai lu et que j'ai donné ma réponse instantanément. Et il se trouve que bon, j'avais fait Crying Freeman, qui était un film qui avait été un joli petit succès, qui avait été très bien reçu par tout le monde. Il faut dire que c'était un film qui gênait personne, parce que c'était un film fait avec des acteurs inconnus pour un tout petit budget dans les forêts canadiennes, et personne n'avait vu venir ce film. Et quelque part, c'était un film que tout le monde avait aimé, parce que tout le monde l'avait trouvé sympathique, parce que ça gênait personne, en fait, Crying Freeman. C'est un des premiers mangas adaptés. Oui, mais je pense qu'au-delà de ça, je souhaite à tous les jeunes cinéastes d'avoir un succès comme Crying Freeman, parce que pour démarrer sa carrière, c'est super cool. Tout le monde a envie d'être ton pote et ton parrain, tu vois. Tout le monde te tape sur l'épaule, tout le monde vient te voir. Je me rappelle, j'avais fait la tournée de quelques festivals, j'avais des réalisateurs comme Claude Chabrol ou Yves Boisset, que je remercie aujourd'hui, et qui venaient en me disant « Ah, c'est bien, vous êtes allé faire ce film incroyable, étonnant, avec des yakuza.
Et voilà, tout le monde trouvait presque attendrissant ce film, voilà, venu de nulle part, etc. Évidemment, les fans savaient que c'était inspiré d'un formidable manga de Kazuo Koike et Ryoichi Ikegami, mais en fait, la plupart des gens avaient juste trouvé que c'était un truc d'ailleurs, quoi. Et donc, voilà. Et puis le film avait fait 900 000 entrées, ce qui était parfait. C'est-à-dire que c'est juste le succès qui gêne personne, quoi. C'est-à-dire, les gens disent, waouh, putain, 900 000 entrées, ce film fait par personne. Et en même temps, voilà, c'était, c'est sympa, c'est bien, c'est un bon petit gars, voilà. Et ça s'est passé complètement différemment avec le Pacte des Loups. C'est-à-dire que le Pacte des Loups, j'ai reçu le script et j'ai dit, ouais, c'est un script magnifique, il me faut juste un point d'entrée dans le film. Et donc j'ai développé le personnage de l'Indien, qui était un personnage de porte-valise à l'origine dans le script, qui n'était pas très développé. Moi, j'en ai fait littéralement, finalement, quelque part, l'emblème du film, l'icône du film. Cette espèce de chaman messianique qui parle aux animaux, qui parle aux arbres, qui est un guerrier absolument monstrueux. Il incarne, en fait, pas seulement mon amour du cinéma populaire et du cinéma d'arts martiaux, par exemple, et spécialement des films de chevalerie japonais et chinois, mais il incarne mes valeurs. Il y avait beaucoup de choses en fait auxquelles je crois qui passent à travers le personnage de Dacascos. Dacascos en plus il était devenu à cause de Craig Freeman mon ami et presque un peu une sorte de double à l'écran. Et puis à travers lui il y avait cette espèce d'hommage que je rendais d'une manière tacite à Bruce Lee qui a été l'idole de mon enfance. Et donc tout ça faisait que le personnage de l'Indien était ma façon de m'inscrire dans ce script formidable qui m'était proposé. Et donc j'ai travaillé en fonction de ça, et puis voilà, et puis c'est devenu ce film-là qui a touché beaucoup de gens, chacun d'une manière différente d'ailleurs. Je pense que la jeune génération a vu un certain film, les gens plus âgés, comme mes parents par exemple, ont plus vu le film sur la bête du Gévaudan, sur quelque chose dont on parlait encore beaucoup à l'époque. Mais par exemple, quand je suis allé voir la première fois le film en projection publique, c'était au Pâté Vepler à Place de Clichy, donc j'avais le public de banlieue qui était là, et eux, ils voyaient le film d'une certaine manière, et j'oserais dire, de la bonne manière. C'est-à-dire qu'ils savaient très bien de quoi je parlais. Ils savaient très bien ce que représentait le personnage de l'Indien. Ils savaient très bien ce que j'essayais de faire passer à travers l'amitié entre Grégoire de Fronsac, joué par Samuel Le Bihan, et Mani, donc cet Indien qui est le dernier de sa tribu, qui a été sinon massacré. Et je crois que tout ça a contribué au succès du film, et un succès en profondeur, c'est-à-dire c'est un film qui a autant marché en banlieue que dans les grandes villes et que en province. C'est pour ça que ça explique les 5,5 millions d'entrées. Sinon, tu l'expliques pas. Oui, c'est sûr. Tu n'expliques pas pourquoi le film a cartonné à ce point-là. Mais du coup, quand vous recevez le script, tout de suite, le côté grand film d'aventure, KTP, et le côté horrifique sont déjà dans ces 20 pages. Oui, non, tout est là. Ah non, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Stéphane Cabel a produit, avait fait ce film qui était à la fois un KPDP et en même temps une adaptation subtile et particulièrement bienvenue du Chien des Baskerville. Ce que je veux dire, c'était que c'était vraiment ce que j'ai lu. Et je me rappelle, j'avais trouvé ça génial, parce qu'en fait, pour moi, le film me permettait de donner une descendance à des films qui ont été d'immenses succès en France, mais qui malheureusement n'ont pas donné de suite, qui ont été les Angélique Marquise des Anges. C'est-à-dire que pour moi j'ai une passion pour Angélique Marquise des Anges et pour ce que ça représente, parce que c'est du vrai cinéma populaire français. Voilà. Et en même temps, c'est ce que j'appelle le pot-au-feu, c'est-à-dire il y a tout dedans. Dans Angélique Marquise des Anges, il y a, je dis bien, des complots, des passages secrets, des messes noires, des scènes de bordel avec du cul, il y a de l'horreur, il y a des combats de catch. Donc moi j'ai mis les arts martiaux parce que simplement on était en 2000, mais sinon c'était des combats de catch à l'époque, ce qui évidemment ne pouvait pas arriver dans la France d'Angélique Marquise des Anges, hein, dans la France de Louis XIV, hein, on est bien d'accord, hein. Mais en fait ça donnait aux gens ce qu'ils attendaient, quoi. Et le Pacte des Loups, c'était un film du samedi soir. C'est-à-dire que quand j'ai lu le script, j'ai dit oh, je vais pouvoir faire Angélique Marquise des Anges. D'ailleurs, il y a un personnage que j'ai particulièrement travaillé pour être un personnage de Angélique Marquise des Anges, c'est le personnage de Monica Bellucci. Le personnage de Monica Bellucci, il est complètement cadré, travaillé,
ornementé comme un personnage directement issu de Angélique Marquis des Anges. Cette espèce de prostituée qui est en fait une espionne du Vatican, qui vient régler les comptes dans une région obscure de France. Ça, c'est vraiment un personnage qui aurait pu être dans Angélique Marquis des Anges. Donc je reconnais parfaitement cette affiliation. Maintenant, il y en a beaucoup d'autres. C'est un film qui est très référencé, qui est sans doute le film le plus référencé que j'ai jamais fait, parce qu'il y a aussi des emprunts à Le Dernier des Mohicans de Michael Mann, il y a des choses, voilà, Le Chien des Baskerville de Terence Fisher, La Rage du Tigre, Chang Cheh, bon, qui sont littéralement plus que cités d'ailleurs. C'est presque une espèce d'amalgame délirant de ces films-là, voilà, que j'ai vu dès la lecture. Hein. Quand j'ai lu, j'ai dit, je vais pouvoir faire ça. Donc, non, c'était... voilà, c'était un... Il faut dire qu'à l'époque, j'étais particulièrement décomplexé. C'est-à-dire que j'ai fait ce film en me disant, je le fais comme si ça devait être mon dernier. Comme si ça devait être finalement mon testament, quoi. C'est-à-dire, tout ce que j'ai aimé et ce que je suis, je le mets dans ce film. Mes valeurs, mes amours, ma passion, mes indignations, les choses pour lesquelles je vote, c'est dans ce film. Je pense qu'on pourra regarder ce film dans 50 ans, quand j'aurai disparu, et dire Christophe Gans, c'était ça, quoi. C'est ce mec-là. Après, qu'on me trouve sympathique ou pas, c'est pas grave. Mais c'est un film, finalement, qui porte ce que je suis, quoi. Mais d'ailleurs, la Bête du Gévaudan, si mes sources sont bonnes, elle vous poursuit depuis déjà longtemps, parce que je crois qu'il y a le tribunal de l'impossible. Oui, d'ailleurs, j'ai rendu hommage dans une des éditions collecteurs du Pacte. J'ai fait une interview croisée avec Michel Subiela, qui avait donc réalisé l'épisode du Tribunal de l'Impossible, qui était consacré à la Bête du Gévaudan. Il y a en fait, quand j'ai lu le script, j'étais parfaitement informé de l'histoire de la Bête du Gévaudan à cause de deux choses. D'une part, le téléfilm de Michel Subiela, et d'ailleurs, ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir cet entretien avec lui, parce que là aussi, en tant que cinéphile et en tant qu'ancien journaliste, j'adore dire d'où viennent les choses, et j'adore montrer mon respect aux gens qui sont passés avant moi, et Michel Subiela en fait partie. D'autre part, il y avait un livre qui était édité dans une collection chez J'ai lu, qui s'appelait L'Aventure mystérieuse, qui était consacré à la Bête du Gévaudan, et l'affaire de la Bête du Gévaudan. Et ce livre, je l'ai lu et relu. Quand j'avais 9 ans, 10 ans, j'avais toute la collection de l'Aventure mystérieuse. Et celui-là m'avait particulièrement plu parce que ça se passait en France. Et d'autre part, il y avait le téléfilm de Michel Subiela. Donc, quand j'ai lu le script, j'étais parfaitement focalisé sur ça. C'est-à-dire que j'avais entre les mains la possibilité de faire une nouvelle version, ma version de l'affaire de la Bête du Gévaudan. Maintenant, le script de Stéphane Cabel, quand on ne pense pas à ce que j'en ai fait moi, c'est-à-dire ce film iconoclaste, le script prend en fait les personnages qui ont existé. C'est-à-dire que tous les personnages du script, à part évidemment l'Indien, ont existé. Ils ont tous eu un rôle à jouer dans le mystère de la Bête du Gévaudan. Morangias, le porte-arquebus du roi, tout ça c'est la vérité. Stéphane Cabel a particulièrement planché sur les faits réels. Et il en donne il a donné une résolution, en fait. Il avait donné une solution, qui est valable, hein, qui est une solution qui a longtemps été débattue, que le fameux loup rouge, 3 fois plus gros qu'un loup, c'était en fait un lion ramené des colonies par des gens qui peut-être s'en sont servis pour semer la terreur. Voilà, ça c'est une des hypothèses qui est recevable, parce qu'évidemment les paysans à cette époque, ils pouvaient pas savoir à quoi ressemblait un lion, donc ils ont vu un lion et ils ont cru voir un loup, quoi, un gros loup rouge, comme il s'est décrit, parce que les gens qui ont survécu aux attaques de la Bête du Gévaudan, ils parlent toujours d'un loup rouge. Donc oui, l'idée que ça soit un félin, en fait, était une... Surtout qu'en plus, les loups, quand on les connaît, et moi j'en ai eu sur le plateau, c'est des braves bêtes. Hein. Ils vont pas semer la panique, déchiqueter les gens comme c'était le cas. Oui, ils peuvent attaquer en bande, mais sinon, c'est des animaux extrêmement craintifs et très sympathiques. La bête, le carnage qu'elle a semé à l'époque, forcément, ça relève beaucoup plus d'attaques, par exemple, d'un tigre, que d'un loup. Et je crois que c'est ça qui est passionnant dans l'affaire de la Bête du Gévaudan, c'est que les hypothèses restent ouvertes, et notamment celle, effectivement, d'un très gros félin qui aurait été, en fait,
instrumentalisé. C'est d'ailleurs à travers ça qu'est venue l'idée de rattacher le film à une autre des influences qui est très visible, qui est le film de Samuel Fuller, Dressé pour tuer, White Dog. White Dog, c'est l'histoire d'un chien qui a été élevé pour attaquer les Noirs. Et White Dog, c'est un film passionnant, que j'avais défendu d'ailleurs dans Starfix. C'est un film magistral, puissant. Et c'est un film qui pose des questions sur l'innocence, sur les actes qu'on fait faire aux animaux et tout ça. Et donc tout ça est des choses qu'évidemment j'ai mis en valeur dans le film. Et je regrette quelque part qu'à l'époque, quand le film est sorti, les gens aient surtout parlé de l'aspect événementiel du film, de son aspect industriel, de son côté bizarroïde en fait. Et finalement, c'est aujourd'hui que je trouve que quand les gens viennent me voir après avoir soit revu le film dans sa restauration, soit en le découvrant, parce qu'il y a des gens qui ont 20 ans qui l'avaient jamais vu, qui viennent me voir, enfin pour la première fois on me parle de ces thèmes-là. On me parle par exemple des thèmes relatifs aux animaux à l'intérieur du film. Et ça me fait plaisir. Ça veut dire que, 20 ans après, enfin, certaines de mes intentions, qui étaient les intentions auxquelles je tenais, parce que je crois que quand on regarde la scène à la fin où Fronsac trouve la bête blessée et elle lui lèche la main avant que lui la batte, je veux dire que c'est des scènes sur lesquelles j'ai mis le paquet au niveau émotionnel, parce que c'était les scènes pour moi qui veulent dire quelque chose, qui sont ce que j'appelle les scènes porte-drapeau de mes valeurs. Bon. Et enfin, on m'en parle de ces scènes. C'est-à-dire, on me dit enfin, ah ouais, ça c'est super émouvant et tout ça. Ouf, je me dis, ça y est, on arrête de me parler des combats de kung-fu dans le Gers, quoi. C'est-à-dire, non, mais c'est ça le truc, c'est que enfin, le film porte en tout cas ces choses-là, et les gens enfin m'en parlent. Justement, vous parliez du casting, enfin des personnages. À l'époque, le casting était vraiment, enfin le casting principal en tout cas, avait vraiment réuni la nouvelle garde. Et la vieille garde. Ouais. C'était conscient. Français et européen. Et ça, c'était voulu dès le début ou c'est arrivé Non, c'était mon idée. C'est-à-dire que au départ, quand on a commencé à évoquer le casting, à part le personnage de l'Indien, où tout le monde s'est esbaudi par le fait que Marc Dacascos ferait l'Indien. D'ailleurs, c'est marrant parce que Marc Dacascos, personne n'en voulait quand j'ai fait Crying Freeman, et puis brusquement, tout le monde le voulait quand j'ai dit que c'était l'Indien. Donc, c'est formidable. Bon. Toujours est-il que, au départ, les conversations sur le casting, il y avait plutôt les noms de gens qui avaient déjà fait du KPDP qui venaient. Par exemple, on me disait, il faut prendre Vincent Pérez pour jouer Grégoire de Fronsac, il faut jouer Fabrice Lucchini pour jouer le prêtre. Il faut prendre Virginie Ledoyen pour jouer... que des acteurs, par ailleurs, que j'adore, mais qui avaient déjà joué ça avec le Bossu de Philippe de Broca. Et je leur ai dit, non, moi j'ai une autre idée. J'aimerais plutôt inviter la très jeune garde du cinéma d'auteur et la confronter aux bons gros acteurs français qui nous restent. Et c'est comme ça que Jérémy Régnier, que j'avais vu chez les Frères Dardenne, Émilie Dequesne, pareil, Samuel Le Bihan, que j'avais vu dans Vénus Beauté Institut. J'ai pris ces gens très jeunes, très frais, etc., et je les ai confrontés à Jean-Yann, Darbar Farsi, Jean-François Stévenin, Hans Meyer... Et je trouvais ça super, je trouvais super qu'il y ait ce grand écart, qui me représente en même temps, parce que à la fois, je crois que tout le monde a bien compris, qu'à la fois je suis un cinéphile et que j'adore le cinéma d'hier, et qu'en même temps j'ai un œil braqué sur le cinéma tel qu'il va devenir demain. C'est-à-dire que j'aime pas le temps présent. Je suis quelqu'un qui me méfie du présent. Le présent, c'est des fausses valeurs, c'est des trucs on ne sait pas ce qui va en rester. Par contre, ce qui a eu lieu hier nous apprend sur ce qui va devenir demain, sur ce que va être demain. Et moi, j'aime plutôt avoir cette double casquette. C'est-à-dire l'attendrissement pour les choses qu'on a connues il y a quelques années, et la passion que peuvent nous procurer les choses qui sont en devenir. Les jeunes cinéastes, les jeunes acteurs, les nouveaux genres, voilà, tout ça, c'est comme ça que j'imagine la vie. Moi, j'aime pas les choses d'aujourd'hui. Le présent ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère me projeter, je préfère regarder derrière moi ou alors me projeter en avant. Mais le temps présent, c'est que des choses fausses, sans valeur. Et justement, quand donc Crying Freeman était votre premier film,
Il y a eu entre-temps Nemo qui a... Du coup, D'ailleurs, j'ai quitté Nemo, qui pataugeait dans la semoule, à cause de questions de casting, pour faire le Pacte des loups. C'est-à-dire que Nemo, c'est vraiment intéressant, parce qu'à l'époque, les financiers du film ne voulaient pas de l'acteur que je leur proposais, qui était Russell Crowe. Ils n'en voulaient pas. Ils pensaient que c'était un bras cassé, un acteur de troisième zone. Incroyable quand même, hein. Moi, je l'avais vu dans un film sur les skinheads, où je l'avais trouvé épatant, et surtout, je l'avais vu dans Quick and the Dead, de Sam Raimi, où il est génial, c'est un film formidable, je pensais qu'il ferait un excellent Nemo. Et les gens me proposaient des acteurs, vraiment, qui ressemblaient à Nemo, comme moi je ressemble au pape, quoi. Et ça pataugeait, ça se crispait, j'étais en pleine préparation du film, hein. J'avais passé du temps à Hawaï et tout ça, le storyboard était entièrement fait, le script était fait, machin, et ça pataugeait à cause de ça. Et un jour, je suis revenu vers Samuel Hadida, qui était mon producteur sur Nemo, et je lui ai dit, écoute, on m'a proposé un film incroyable, c'est le Pacte des loups, et je pense qu'ils cherchent un producteur pour faire le film pour eux. Donc, on a basculé de Nemo sur le Pacte des loups. Donc voilà, c'est l'histoire de ce qui s'est passé. Puis des années plus tard, j'ai fait un nouveau script sur 20 milieux sous les mers, d'après 20 milieux sous les mers, mais qui là aussi a pataugé. C'est des projets qui sont beaucoup trop gros pour le cinéma français, tout simplement. Je pense qu'on va dire les choses comme elles sont, on va pas se cacher derrière son petit doigt. Je crois que voilà, c'est des projets hors normes. Je pense que déjà le Pacte des loups, c'est pratiquement presque au point de rupture par rapport à l'industrie du cinéma français. C'est un gros projet, parce que beaucoup de décors, de figurants, 23 semaines de tournage, je crois. 140 jours. Et quand on réalise son deuxième film, justement, comment on gère ça? On gère par le plaisir. C'est ce que j'ai toujours dit. J'étais inconscient, j'étais décomplexé sur le film. J'ai vécu le film comme une longue partie de plaisir, où j'étais tous les jours étonné par le fait qu'on me laisse faire ce film-là, ce film dans lequel je pouvais tout mettre. Je pouvais mettre tout ce qui me plaisait, tout ce qui m'animait dans la vie. J'ai jamais eu peur. Les gens étaient dans un état de stress absolu autour de moi, spécialement la partie production. Mais moi, j'ai vécu le film comme un truc fantastique. Et c'est le soir de la soirée chiffres, quand les premiers chiffres sont tombés, que j'ai vu le soulagement de tous ces gens autour de moi, que j'ai compris en fait que j'avais risqué très gros, quoi. Et j'ai vu les mecs danser sur les tables, j'ai vu ces gens qui pendant tout le tournage étaient jaunes ou gris tellement ils avaient peur et tout ça, qui brusquement s'éclataient, dansaient sur les tables, hurlaient, etc. Parce que les chiffres étaient hallucinants. On a fait quand même 2 millions d'entrées après une semaine. Et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui serait passé si ça n'avait pas marché, quoi. Et je crois que c'est le seul moment où j'ai eu peur sur le film, c'est par rétrospective, quoi. Je me suis dit, j'ai peut-être échappé belle. Mais en même temps, bon, voilà, c'est comme ça que c'est passé. Je ne vais pas vous raconter autre chose, hein. Je ne vais pas vous dire que j'étais super concerné. D'ailleurs, il existe deux excellents documentaires sur l'histoire du tournage faits par mon ami Pascal Laugier, qui entre-temps est devenu un très grand cinéaste. Et voilà. Et je ne vais pas vous raconter le contraire de ce qu'on voit très clairement dans ces documentaires, hein. Voilà, on sait très bien comment ça s'est passé. J'étais sur un nuage et je faisais ce film insensé, voilà, en mode kamikaze. Parlons justement de la bête qui est retranscrite à l'écran. Vous êtes passé par les studios de Jim Henson. Oui. Comment ça s'est passé de travailler avec eux? Est-ce que super. Dès le début, vous aviez en tête? Oui, je voulais un animatronique. C'est un artiste formidable qui avait dessiné l'armure dans laquelle se trouvait le lion. Parce que c'est un lion, en fait. Quand on enlevait l'armure, il y avait un vrai lion, enfin un vrai lion, un faux lion, mais un lion parfaitement entier. C'est-à-dire que c'était un lion entièrement animatronique dans une carapace, dans une espèce de carapace préhistorique. Et c'est pour ça d'ailleurs que les derniers plans où on voit son œil
à travers la carapace sont très jolis parce que l'œil est magnifiquement fait, c'est un animatronique. Et c'est super beau, quoi. C'est super beau quand on comprend que c'est un lion et que le lion lèche la main de Fronsac. Je trouve que c'est la grande réussite pour moi de Jim Henson. Moi, Jim Henson, pour moi, c'était les Muppets, c'était Dark Crystal, c'était Labyrinthe. C'était quelqu'un pour lequel j'avais un respect immense. Il avait fait Yoda. Quand vous arrivez dans les studios de Jim Henson, vous êtes juste content d'être là, quoi. C'est toujours pareil. Moi, j'essaye de travailler avec des gens pour lesquels j'ai pas seulement du respect, mais j'ai pas seulement de l'amitié, mais j'ai de l'admiration. Sur le film, il y a des gens qui sont des gens sans qui je serais rien, quoi. C'est-à-dire que je peux évoquer, par exemple, David Hu, qui a travaillé qui a commencé à 17 ans à la Shaw Brothers et qui était assistant monteur sur La Rage du Tigre, qui a été évidemment le monteur des films de John Woo, peut-être l'un des plus grands monteurs de l'histoire du cinéma, et il a fait Crying Freeman, il a également commenté Le Pacte des Loups. Voilà, c'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai noué des liens d'amitié, etc. Mais au-delà de ça, c'est difficile de lui dire à lui, mais en fait, c'est un héros pour moi. C'est le mec qui a monté La Rage du Tigre, bordel de merde. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, quoi, qui a monté le combat final sur le pont. Et voilà. Travailler avec Philippe Kwok, qui était un des 5 Venom, il faisait partie d'un groupe donc à la Shaw Brothers, qui a été un groupe d'artistes martiaux qui s'appelait les 5 Venins, et c'est lui qui a fait les scènes de combat, c'est lui qui avait réglé entre-temps évidemment les fabuleuses scènes d'action de Hard Boiled, à toute épreuve. J'ai travaillé avec un mec qui s'appelle William Gueretti, qui a fait la seconde équipe sur Le Pacte des Loups, mais qui également avait fait la seconde équipe sur Crying Freeman, et qui était l'ancien assistant de Sam Peckinpah sur Convoy. Bon, pareil, c'est-à-dire que j'ai jamais considéré ces gens comme des subalternes. Sans eux, je serais pas là. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors on en vient à cette ressortie, cette remasterisation en 4K. Qui a eu l'idée de départ de faire cette remasterisation? C'est les Métropolitaines et Canal+, tout simplement. Le film n'arrête pas de tourner, donc voilà, moi je le sais puisque je reçois mes droits tous les mois, et puis je regarde la liste des télévisions où il passe, donc je vois l'Italie, la Hongrie, la Pologne, le Pérou, l'Argentine, tu vois, et le film il n'arrête pas de tourner, donc ça fait 20 ans qu'il tourne, donc c'est une espèce de classique, quelque part, c'est là où j'ai finalement réussi à faire mon Angélique Marquise d'Aisance, parce que Angélique Marquise d'Aisance c'est un machin qui passe tout le temps, donc le Pacte des Loups c'est un machin qui passe tout le temps, voilà. Et puis à un moment donné, il y a l'évolution du matériel sur lequel les gens regardent la télé, et puis on dit c'est bizarre, on n'a qu'une copie standard de ce film, on n'a qu'un transfert standard. Le film n'a jamais eu de transfert HD. C'est ça qui est fou quand même. C'est-à-dire que il n'a existé entre le DVD et le 4K, il n'y a jamais eu un stade intermédiaire, c'est-à-dire qu'on est passé de l'un à l'autre. Ce qui explique, je pense, la beauté du résultat du transfert 4K, qui est waouh, juste stupéfiant, quoi. Justement, on en vient. J'ai eu la chance moi j'ai vu le film à sa sortie en 2001. J'avais 21 ans. Là, je l'ai revu donc, il y a quelques semaines. Comment t'as trouvé ça? Incroyable. T'as vu tous les détails qui ressortent? C'est ça qui m'a impressionné, c'est le fait d'avoir réussi à garder la qualité du grain de la pellicule, tout en apportant... il y a beaucoup de scènes qui se passent dans l'obscurité, dans le Pacte des Loups, et je trouve que les basses lumières ont été débouchées, mais d'une manière juste incroyable. C'est le négatif original. C'est stupéfiant, c'est-à-dire qu'il faut dire une chose, c'est que le film est l'œuvre d'un grand chef opérateur. Bon, Dan Losten, je ne vais pas le présenter, c'est le mec qui a fait tous les films de Guillermo del Toro, la plupart en tout cas, c'est lui qui a eu l'Oscar pour La Forme de l'eau, il a fait des films insensés, visuellement, comme Mimic,
qui est un film dans lequel j'ai beaucoup puisé au niveau des techniciens, puisque j'ai travaillé aussi avec Carol Spear, qui avait fait les décors, mais il a fait aussi La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui est un film que je défends, que je défendrai toujours. Il a fait récemment sa meilleure photo, à mon sens, c'est Crimson Peak de Guillermo del Toro, qui est un film d'une beauté absolument sidérante. Voilà, Dan Lausten, il nous a laissé derrière lui, quand on a fait le transfert, un négatif d'une pureté absolue. C'est-à-dire que moi qui ai eu toujours peur de me réattaquer à un étalonnage du film, j'ai été, quand j'ai vu le premier montage d'après le négatif de la première bobine, juste un transfert droit comme on dit, très simple, sans vraiment un travail d'étalonnage, mais juste voilà. Et j'ai vu la beauté et le fait qu'il n'y avait rien à rattraper, quoi. Il n'y avait pas de montée de grain, il n'y avait pas de scène bouchée, il n'y avait pas de... J'ai juste regardé ça et je me suis dit, en fait, ça va être une partie de plaisir de faire la restauration de ce film. Parce que simplement, voilà, c'est le fait de travailler avec des gens très bons. Quand tu travailles avec des gens très bons, t'es jamais en train de rattraper quoi que ce soit. Quand tu vois le travail sur les costumes de Dominique Borg dans le film, mais c'est à se taper la tête contre les murs. Les toilettes de Monica Bellucci, la toilette, je veux dire, la toilette qu'elle porte qui me terrasse à chaque coup, c'est l'espèce de tenue noire qu'elle porte à l'église quand elle va glisser à Émilie Dequesne que Fronsac est toujours amoureux d'elle. Je veux dire, c'est à regarder, et c'est juste une scène de 3 minutes, 4 minutes. C'est juste, la toilette est juste incroyable, quoi. C'est d'une beauté sensationnelle. On voit le travail de décor. Les décors sont magnifiques et tout ça. Donc, certes, il y a mon travail, il y a ce que je cherchais à obtenir avec ce film, mais il y a tout le travail de tous ces gens avec qui j'ai travaillé. Je veux dire, ça me prendrait des heures voilà. Comme quand on parlait de David Hu ou de Philippe Koch ou de William Gueretti. C'est-à-dire, pour moi, je veux dire, mon histoire personnelle, c'est l'histoire aussi de la collaboration que j'ai pu avoir avec tous ces gens-là, et qui fait que d'ailleurs que le Pacte des Loups, aujourd'hui, quand je le regarde, c'est un moment pour moi émotionnel particulier, parce que il y a tous les gens qui ont disparu, quoi. En 20 ans, je m'aperçois que je regarde le film et par moments, j'ai l'impression d'être un banquet de spectres, quoi. C'est-à-dire que tous ces gens avec qui j'ai bossé, avec qui j'ai rigolé, avec qui je suis allé bouffer, avec qui voilà, on a raconté des bêtises et on a raconté des blagues et avec qui j'ai des histoires marrantes, et ben ils sont plus là, quoi. Il y a déjà tous les acteurs qui ont disparu, hein. Il y en a 8 acteurs importants qui ont disparu dans ce film. Puis il y a tous les gens derrière la caméra qui sont partis, à commencer par Samuel Hadida. Donc pour moi, si tu veux, bon, ouais, c'était particulier, hein. C'est-à-dire que c'était pas seulement un travail comme ça un peu mimile, genre, allez, je repasse un coup de peinture, tu vois, pour rénover un peu tout ça, tu vois. Allez, je te passe un coup de minium, un coup de peinture et le tour est joué et on a un Pacte des Loups tout beau, tout propre, tu vois. Non. C'était, pour moi, c'était, voilà, une histoire, une portion de ma vie où j'ai pu rencontrer des gens que j'admire, comme Jean-Yann et tout ça, et voilà, qui sont plus là, qui sont partis. Et je pense que c'est toute cette accumulation, je pense, de plaisir à l'écran qui explique d'une part le succès du film, et qui explique aussi d'autre part le fait que le film soit toujours regardé de cette manière. C'est-à-dire que les gens, quand il est passé là, à Cannes Classique, ça m'a fait plaisir juste de lire le petit commentaire où les gens me disent un casting hallucinant, quoi. Bah ouais, c'est vrai que c'est un casting incroyable, c'est vrai. Je vais pas, et je suis juste reconnaissant que ces gens aient accepté que je les dirige, quoi. Mais ouais, c'était un casting hallucinant. Alors sur cette restauration, justement, comment vous avez travaillé réellement? Est-ce que vous étiez là constamment pour dire je veux cette scène, je la veux plus claire, je la veux plus ceci, au niveau de la chromie aussi? D'abord, ce que j'ai fait avant toute chose, avant d'attaquer la restauration, j'ai projeté une copie standard correcte du film. Et j'ai dit à tous les gens qui étaient là, qui allaient travailler sur la resto, qui étaient tous en fait des gens de l'équipe originelle, sauf un qui était un jeune mec qui était même pas né, je crois, ou à peine né quand le film était sorti. Mais les gens qui ont travaillé sur... il y avait mon monteur, Sébastien Prangère,
qui a co-monté le film, mais qui a également monté tous mes autres films, qui a monté Silent Hill, qui a monté La Belle et la Bête, qui était là. Il y avait les gens qui avaient mixé le film à l'origine, dont Florent Lavallée, qui était là, etc. On s'est projeté une copie standard du film, et on s'est dit, et je leur ai dit, c'est ça qu'on fait. On va pas faire autre chose. Voilà, c'est le film qu'on va faire. C'est le film tel qu'on l'a pensé à l'époque. On va simplement le transposer sur un support qui va rendre compte mieux de sa splendeur, de son souci du détail, de la puissance sonore qui avait été travaillée à l'époque par Cyril Holz et Becker. Voilà, j'ai dit juste, on va simplement faire la retranscription de ça. On ne va surtout pas tripatouiller, on ne va surtout pas changer quoi que ce soit. On ne va pas essayer d'arranger le film, on ne va pas essayer de dire on pourrait mieux le faire aujourd'hui. Certes, je le ferai différemment aujourd'hui. Certainement, il y aurait moins de cuts de montage, mais le film, il appartient aux gens, on va le faire tel quel. Donc, ce que tu as vu, c'est la retranscription sur un meilleur support du film tel qu'il existe. Mais on n'a pas touché. Alors, beaucoup de gens s'interrogent sur les effets spéciaux du film, parce que beaucoup de gens les trouvent beaucoup mieux que dans leurs souvenirs. Bon, alors je vais dire une chose très simple, c'est qu'ils sont pas mieux, ils sont simplement mieux étalonnés. C'est-à-dire qu'à l'époque, les plans arrivaient au compte-gouttes, on était à quelques semaines de la sortie, on avait déjà raté une première sortie, qui était avant la fin de l'année, donc on avait remis la sortie au début février, il fallait surtout pas rater à nouveau la sortie, donc en fait... on n'a pas eu le temps de vraiment travailler sur l'étalonnage, c'est-à-dire le contrôle des couleurs, des plans d'effets spéciaux, et la bête valait ce qu'elle valait à l'époque, etc. Il se trouve que quand on a travaillé là le nouvel étalonnage, on a pris le temps de bien étalonner les éléments composites, parce que c'est évidemment, la bête est rajoutée ensuite par-dessus l'image, et donc elle a aujourd'hui les bonnes couleurs. À l'époque, elle tirait un peu sur le vert, elle tirait un peu sur le magenta. Enfin, elle était pas formidable, cette bête. Et enfin, en tout cas, dans certaines scènes. Et là, on a bien travaillé l'étalonnage et tout ça. On a pu faire, d'une manière assez fine, comme on le ferait aujourd'hui. Hein. Et puis, les gens me disent, ah, finalement, elle est bien, la bête. Hein. Ben, je dis, ouf. Oui, elle est bon, on a fait ce qu'on a pu. Hein. C'était pas Jurassic Park. Hein. Mais voilà, bon. C'était peut-être le premier monstre en synthèse en France. Hein. Moi, en tout cas, c'est ce que je me suis dit quand j'ai revu le film. Je me suis dit, bon, à mon avis, ça a été effacé, ça a été refait, c'est pas possible. Non. Parce que j'ai trouvé que la qualité, pour l'époque, en tout cas, juste avec l'étalonnage, donc du coup, qui a été refait, j'ai trouvé ça quand même assez bluffant. Bon, bah tant mieux. Ouais, non, franchement. Je suis super content parce que, je veux dire, ça fait partie des trucs sur lesquels les mecs arrêtaient pas de m'aspouiller depuis des années, là, ouais, la bête, machin. D'ailleurs, c'était pour me venger de ces réactions que j'ai fait un film entièrement en images de synthèse qui est La Belle et la Bête, qui est un film où tout est fait sur fond vert, hein. Bon. Tout est rajouté, y compris l'herbe, les arbres, tout. J'ai tout fait en post-production. C'était pour me venger, en fait. C'était pour dire, vous voyez les mecs, le mec qui a fait La Bête du Gévaudan, bah, maintenant il peut vous faire un film entièrement de A à Z, entièrement en synthèse. Bon, voilà. Il y avait ce truc-là au fond de moi, quoi. Je voulais prendre ma revanche. Mais en fait, non, le travail sur la bête était plutôt sympa, était plutôt bien. Et puis, je trouve que ce qui marche objectivement dans les scènes avec la bête, c'est qu'elles sont toujours combinées avec des éléments dynamiques qui n'ont rien à voir avec elle. Je trouve par exemple que l'attaque dans la maison où Fronsac se bat avec elle à la fourche, c'est une bonne scène parce que la maison est en même temps en train de s'écrouler. On voit carrément des madriers qui tombent, des trucs, ça explose dans tous les sens. La bête lui balance un coup de boule, le Fronsac qui part dans un placard, il pulvérise le placard, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que, ou la scène par exemple où il décide de la traquer dans l'espèce de ravin là, et il y a l'énorme booby trap qui semble sortir de Lara Croft. Et je veux dire, c'est en fait, je pense, qui fonctionne bien dans le film. C'est-à-dire le fait d'essayer d'intégrer l'image de synthèse, qui était encore à l'époque encore un peu, je dirais pas balbutiante. On avait quand même eu Jurassic Park, qui est un sommet inaltérable, le premier film Spielberg, qui est un sommet absolu. Mais
disons que j'avais pris gaffe à l'époque, j'avais pris soin de combiner ça avec des éléments qui étaient vraiment sur le plateau. Des éléments mécaniques, en fait. Et c'est vrai que les alternances entre les plans avec de la synthèse et les plans où on voit vraiment les acteurs courir au milieu des madriers qui tombent ou des booby-traps hérissés avec Marc qui descend en vol plané juste au moment où le booby-trap et c'est fait en vrai, quoi. Ça, je pense que ça fonctionne bien. Je pense que c'est cool, en fait. Ça donne une bonne idée de comment faire sans avoir la puissance technologique qu'ont les Américains, par exemple. Je crois que c'est ça qui emporte le morceau dans le film. Il y a un truc aussi, je pense, qui a apporté beaucoup au film. Je me souviendrai toujours quand je suis sorti de la salle à la première sortie, en 2001. Je me suis dit, c'est pas possible, ça a été mixé au Skywalker Sound ou quelque part par là. Parce que je trouvais que ça Boulogne. Hormis ceux de Besson, on va dire. Ah oui, bien sûr. Mais le mixage sonore, pour moi, pour un film français, c'était la première fois que j'entendais ça. Et là, avec le mixage Atmos, le travail est juste dingue, quoi. C'est dingue, hein. Ouais, et donc c'est pareil, le mixage, vous étiez présent aussi Ah bon, moi je suis présent à tous les stades, hein. Tu sais, moi je suis même présent quand il s'agit de choisir les chevaux. Par exemple, dans le Pacte des loups, je me souviens, j'avais fait un casting de chevaux qui devait avoir la même couleur de crinière que la couleur des cheveux des acteurs qui les chevauchaient. Les gens remarqueront que les chevaux ont la bonne crinière accordée à la perruque des acteurs. Donc je suis là pour tout, moi. Non, moi je suis un maniaque du détail. C'est-à-dire que mon papa était peintre, entre autres. Donc j'ai toujours vu mon père constamment travailler en fonction des couleurs, des choses comme ça. Et donc j'ai gardé ça de lui, quoi. Moi je suis incapable, contrairement à lui, de faire quoi que ce soit de mes 10 doigts. C'est-à-dire, je suis surtout pas un bricoleur, je suis surtout pas un dessinateur et tout ça. Par contre, je suis obsédé par tout ce qui compose le côté pictural d'une image. C'est-à-dire, je peux travailler très longtemps avec les costumiers, avec les perruquiers, avec les accessoiristes, pour obtenir des choses qui, à l'écran, prennent une véritable densité, quoi. Et puis, j'ai une grosse connaissance de la peinture classique notamment. Et c'est vrai que, par exemple, un film comme La Belle et la Bête, c'est un film qui est vraiment où j'essaye de montrer mon goût pour une certaine peinture, etc. C'est-à-dire que c'est les choses que sur lesquelles j'aime travailler. En fait, je vais vous dire une chose, souvent, je préfère la période de conception d'un film à la période de réalisation. Parce que je suis tranquille, je suis entouré d'amis à moi qui sont des artistes, qui peuvent dessiner merveilleusement. Et donc, je travaille avec eux pour trouver les axes de prise de vue, les couleurs des décors, etc., etc. Et ça, c'est vraiment un véritable plaisir pour moi. C'est-à-dire que j'essaye d'appliquer à du cinéma live, généralement, le genre de recherche qu'on fait sur un film d'animation. J'essaye toujours, ou sur un jeu vidéo, j'essaye toujours d'aller dans cette direction, d'avoir une image qui est constamment travaillée, précise, avec des effets de couleurs et tout. Mais ça vient aussi de mon admiration pour des très grands stylistes, notamment italiens, par exemple. C'est vrai que j'ai une passion pour des gens comme Mario Bava, pour des gens comme Dario Argento, etc., qui sont des très grands stylistes en termes d'image et tout ça. Donc c'est leur héritage en fait que je mets à profit en fait dans mes films. J'ai toujours aimé ça et puis j'ai une proximité. Je suis né sur la Côte d'Azur, voilà, et je me sens une grande proximité avec le cinéma italien et ce genre de cinéaste ou de chef opérateur. Alors que, voilà, j'ai plus une proximité avec eux qu'avec les auteurs français, par exemple. Même si j'ai une grande passion pour le cinéma français, mais simplement, voilà, sentimentalement, je me sens plus italien que français. En tout cas, surtout quand je réalise un film comme Le Pacte des loups. Eh bien, merci Christophe. Merci à toi. Donc si vous n'avez pas encore vu Le Pacte des loups, ou si vous voulez le redécouvrir en version sublimée, foncez en salle dès le 10 juin. Et notez qu'une soirée spéciale aura lieu ce jour même, dans tous les cinémas et Pathé Gaumont, avec avant le film, la projection d'une interview exclusive, oui, un peu comme la mienne, du grand Christophe Gans. Donc n'attendez plus et réservez vos places sur le site de Pathé Gaumont pour cette soirée exceptionnelle. Voilà, ainsi s'achève ce nouveau numéro de Et si l'on parlait d'eux. Un très grand merci à Christophe Gans pour sa générosité, mais aussi un grand merci à Metropolitan Film et Mensch Agency pour leur confiance. Moi, je vous laisse avec la nouvelle bande-annonce du Pacte des loups en version 4K, et je vous dis à très vite. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Salut!
C'est en l'an 1764 que la bête apparut sur nos terres éléphiciennes. Sous ses assauts, le pays de Gévaudan s'enfonçait peu à peu dans les ténèbres. Miséricorde! Et l'on commençait à penser que nul mortel n'en viendrait jamais à bout. Voici le chevalier Grégoire de Fronsac. Parle-t-on beaucoup de la bête à Paris? On en fait même des chansons. Alors qu'on devrait dire des prières. On m'a chargé d'en faire le portrait et de la naturaliser sitôt après la chasse. Son museau était allongé, ses dents des couteaux. Si c'était pas un loup, c'était quoi alors? Les gens sont morts. J'entends leur cri. Quel singulier personnage. C'est mon frère. Marianne de Morangias. Tous les beaux partis du pays se sont cassés les dents. Vous êtes un libertin. Tu n'as encore rien vu. Mais on n'est pas libertin quand on aime. Vous aimez. Un loup enragé attaquerait n'importe qui. Aucun animal n'a des crocs de fer. Monsieur, vous vous moquez. Que sais-tu de la bête? Elle va continuer à tuer. Cette fois, nous l'aurons. Nous ne reparlerons plus jamais du Gévaudan, n'est-ce pas?